Darmon, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Vous publiez chez l'Archipel, les éditions de l'Archipel, un livre qui s'appelle Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. Bien entendu, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Un règne? Nous aurions donc un président qui a un comportement monarchique? Ou bien c'est la nature des choses dans la Ve République? Effectivement, c'est d'abord une évolution de cette Ve République qui confère au président un rôle de président monarque, et c'est aussi le résultat d'une évolution dans la pratique présidentielle d'Emmanuel Macron, qui est arrivé en voulant bousculer les codes, en voulant tout changer, et il a été rattrapé par cette Ve République, par sa phraséologie, par son discours, par son positionnement même, au moment, avec cette accélération que je marque et je pointe, au moment du confinement de 2020. Mars bat Jupiter, dites-vous. Exactement, Mars bat Jupiter, parce qu'à ce moment-là, il s'installe effectivement dans cette posture de chef de guerre. L'Élysée est vide, le mode de fonctionnement de l'État est en circuit court, parce qu'il a aussi court-circuité par définition toutes les instances. On décide plus rapidement, c'est le Conseil de défense, il est tout seul à prendre des décisions, et très régulièrement, 11 fois durant l'année 2020, il s'adresse aux Français pour leur scander à chaque fois des décisions concernant la vie quotidienne la plus prosaïque, parce qu'à ce moment-là, on est suspendu aux décisions et aux paroles du président pour savoir si tout simplement on peut sortir dans la rue. Alors, tout à l'heure, Joséphine Baker entre au Panthéon. Vous parlez de Joséphine Baker dans le livre. Vous dites que le président s'adresse à la woke generation. Qu'entendez-vous par là? C'est un geste, effectivement, qui cherche depuis quelque temps. Et quand ses conseillers m'en ont parlé et m'ont dit que la direction allait vers Joséphine Baker, on était à ce moment-là, effectivement, au moment où il y avait toute la polémique autour de Napoléon, autour de toute la démarche de Colbert, du mémoriel, du colonialisme, de la reconstruction, déconstruction de l'histoire, et on sentait effectivement que Emmanuel Macron cherchait une certaine manière à faire un geste sans se départir, en disant l'histoire est un bloc, mais il faut aussi la déconstruire. C'est le fameux en même temps mémoriel qu'il pose à ce moment-là, et c'est Joséphine Baker dont la personnalité composite, pour le moins, permet de pouvoir organiser et être la matrice de ce comportement. Ce n'est pas la culture de l'effacement, la cancel culture, mais c'est une relecture de notre histoire en remettant des personnages à une meilleure place. Oui, exactement. Et il faut savoir aussi que Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, a cette réflexion sur le temps long, sur l'histoire, sur la mémoire, sur comment on se réconcilie. On l'a vu avec l'Algérie, même si parfois ça donne des résultats compliqués, avec l'Afrique, où il restitue également des objets d'art, des œuvres d'art au pays d'origine. Au Bénin récemment. Et donc, avec Joséphine Baker, il veut montrer qu'effectivement, il y a toute une partie du patrimoine français, de la société française, de la manière de s'engager donc en France, qui correspond aussi à ces populations. Beaucoup de confidences, beaucoup de révélations, beaucoup de coulisses dans votre livre, et page 175, un passage stupéfiant, la guerre entre Jérôme Salomon et Olivier Véran, donc le responsable administratif de la santé en France et le ministre, en pleine épidémie. Comment ça a pu se passer? Eh bien, c'est le résultat de la vie administrative et de la vie politique, où on a un Olivier Véran qui arrive en position de force, ou qui veut créer un rapport de force au sein du ministère. On est en plein deuxième confinement, celui de l'automne, et de ce point de vue-là, effectivement, il veut mettre la main complètement sur cette administration, sauf que il a face à lui Jérôme Salomon, qui est le tout-puissant. Le directeur général de la santé, il est considéré en général comme le ministre bis, voire comme le ministre effectivement opérationnel, sachant que les politiques passent à travers les nominations. Et là, vous avez effectivement un rapport de force très important, parce que l'enjeu est aussi de savoir qui prend la main au sein du Conseil de défense, qui est devenu, comme je vous le disais avec le temps, la matrice de décision de la politique du gouvernement, des décisions donc d'Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, eh bien, il y a, Jérôme Salomon qui a un peu plus l'oreille quand même du président, face à Olivier Véran qui lui est parfois plus en retrait, qui est parfois moins cohérent dans sa communication. Et en interne, c'est une guerre absolue où personne ne se parle et où c'est la guerre de communication, sachant qu'il faut gérer des décisions cruciales pour les Français. Guerre aussi, Matignon-Élysée, c'est classique dans la Ve République. Fin 2018, dans la crise des Gilets jaunes, Édouard Philippe est au bord de quitter Matignon. On a presque le sentiment à vous lire qu'il avait envie de partir. Il avait envie de partir à ce moment-là, mais son sens de l'État, tel qu'on lui connaît, lui fait dire qu'on ne rajoute pas une crise à la crise. Il en a assez de manger des couleuvres. Il en a assez de voir qu'effectivement Emmanuel Macron impose des revirements, notamment
notamment sur les gilets jaunes, parce que lui considérait, et il le dit régulièrement, on n'a jamais encore fait vraiment le choix de la cohérence gouvernementale et de la politique de lutte contre les déficits dans ce pays. Et lui, il veut incarner cela. Et il est obligé de se soumettre aux décisions donc d'Emmanuel Macron, qui lui est en train de tenter d'éteindre cet incendie très important des gilets jaunes. À la fin de cette année-là, on pense qu'effectivement, et lui aussi pense que peut-être il va être remplacé. Mais les choses changent, il est confirmé, il reste, même si Emmanuel Macron décide, au fond, de s'en séparer plus tôt au début de l'année 2020. Il voulait le faire après les élections municipales, sauf que le Covid et le confinement ont changé tout le programme, et c'est aussi le résultat de cette discussion, de cette relation beaucoup plus compliquée qu'elle en a l'air. Épisode aussi marquant, soyez fiers d'être des amateurs, dit un jour le président aux députés La République En Marche. Est-ce qu'il le pense encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il n'a pas vu les limites de cet amateurisme? Je pense qu'il a vu dès le début les limites de cet amateurisme, mais il a compris qu'il ferait sans eux. En réalité, ce qui caractérise le rapport entre Macron et sa majorité, c'est que dès son élection, il ne les calcule plus, comme on dit. Et c'est aussi le grand désarroi d'une partie de la majorité à son égard, qui se sent abandonnée, qui voit que les messages justement qui partent notamment des territoires ruraux, de la part des députés ruraux de la REM, concernant ce qui se passe vis-à-vis des gilets jaunes, ne sont pas écoutés. Et quand ils sont effectivement plein désarroi, il leur dit soyez fiers d'être des amateurs. C'est une manière un peu maladroite de les ramener à cette matrice sociologique. C'est pas des politiques la fraîcheur des marcheurs. C'est de la fraîcheur, n'était pas des politiques professionnelles. Mais la parole est en fait malheureuse, parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'expertise. Il y a beaucoup de travail, et au sein de ce groupe, il y a des belles personnalités, des gens extrêmement compétents qui n'ont pas apprécié ce qualificatif. Les jugements de Macron sont parfois surprenants. Par exemple, dans votre livre, on apprend qu'il critique la création des grandes régions par Manuel Valls et François Hollande. Qu'est-ce qu'il leur reproche ? Il leur reproche tout simplement d'avoir réorganisé des grands rapports de force qui viennent contrer je dirais la puissance de l'État. Ça bloque l'État. Et en particulier, il envoie évidemment cette pierre dans le jardin de François Hollande, parce que il est en permanence dans la logique de différenciation depuis le début de son mandat. Il envoie les messages en disant je ne serai pas comme François Hollande, même s'il bénéficie d'une embellie économique qui a été quand même travaillée à l'époque sous François Hollande, mais de ce point de vue-là, on voit toujours ces messages contre également son prédécesseur. Mais vous parlez d'économie, on découvre du Mélenchon chez Macron. Il n'est pas contre la dette perpétuelle, une espèce de dette qu'on remboursera jamais. Comment peut-il la justifier ? Ça, c'est ce qu'il nous a effectivement confié lors de ce long déjeuner post-confinement, où il s'est déconfiné, en fait, avec plusieurs confrères, où pendant près de 3 heures, il s'est confié sur tous les sujets et ce qu'il voulait faire donc à l'avenir. On avait compris dès juin 2020 qu'il voulait se séparer d'Édouard Philippe. Et effectivement, concernant la dette, il considère qu'avec un accord international, il disait il faudra en parler avec les Américains, avec un accord international global, eh bien on pouvait avoir une dette perpétuelle. Et comme il l'a confié en disant ne l'écrivez pas, ne le dites pas, mais je suis pour la dette perpétuelle, bien évidemment, on a pris note. Passage très intéressant de ces coulisses du quinquennat. Le problème, le religieux, le fait religieux vu par Macron. On apprend qu'à l'Élysée cohabite d'un côté la cellule qui reconstruit Notre-Dame et de l'autre la LIPH, une structure qui gère les relations avec le monde musulman. Tout ça à l'Élysée. Mais l'État n'est pas laïque. C'est la fondation Alif, effectivement, c'est le en même temps spirituel également d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il considère que l'État est laïque et la société ne l'est pas. C'est son postulat, c'est son mantra. Il le dit dès le début, et c'est la raison pour laquelle il a une oreille attentive aux faits religieux. Il est persuadé qu'effectivement la présence du fait religieux chez les individus est constitutive de leur rapport à l'existence, même si l'État doit être laïque. Et donc il a effectivement encouragé à la fois le général Georges Lain à venir être le général Notre-Dame, le boss de Notre-Dame, comme on l'appelle, effectivement, et avec la fondation Alif qui régénère, restaure les patrimoines dans les zones de guerre, notamment celle où Daesh est passé par là. Eh bien, il parle également au monde musulman et au monde d'une manière orientale en général. Mais il sait qu'il peut être attaqué dans la campagne sur cette relation religieuse et à l'identité. Il le dit d'ailleurs, août 2019, croire que l'on va être réélu sur les questions économiques est une erreur. On sera jugé sur le régalien, immigration, sécurité.
Est-ce qu'il le dit encore après la pandémie, ça? Ou est-ce que là, maintenant, avec la relance, l'économie n'a pas repris l'avantage? Alors, l'économie a peut-être repris l'avantage, mais on voit bien que c'est quand même percuté par les questions identitaires, par les questions donc de société, par les questions de sécurité. Lorsqu'il effectivement il fait cette phrase et il donne cette annonce très surprenante pour sa majorité, on est au sortir de l'été 2019, on est supposé être au début de ce fameux acte 2 après les Gilets jaunes, et là il revient du fort de Brégançon et en fait il annonce le virage à droite. Il annonce un virage à droite en disant effectivement attention, à l'époque on nous dit syndrome Jospin, il avait l'économie, il avait la bonne équipe, et c'est sur la sécurité qu'il a trébuché et qui n'a pas été qualifié pour le deuxième tour, donc pas d'angélisme, et c'est pourquoi il va parler à la droite et de la manière la plus éclatante qui soit en donnant cette interview à Valeurs Actuelles aux dépens et aux grandes dames de son équipe. Dans un avion de manière clandestine, c'est un véritable roman que le passage de cette interview. Pour justement traiter ces sujets régaliens, il a battu une carte maîtresse, Éric Dupond-Moretti à la justice. Vous dites page 220, c'est un échec. Vraiment ? C'est-à-dire que Éric Dupond-Moretti est dans une logique de noviciat politique. Il est certes un ténor du barreau, c'est incontestable. Populaire. Il est quelqu'un il est populaire, mais justement ce que cherchait à ce moment-là Emmanuel Macron, qui voyait bien qu'il n'arrivait pas à imprimer, il cherche et il fait un gouvernement de haut-parleurs, comme je les appelle. C'est-à-dire qu'il prend effectivement la ministre de la Santé, devenue maintenant culture, Roselyne Bachelot, elle aussi très populaire, très connue, qui connaît à la fois la musique, la musique baroque, l'opéra et les vestiaires sportifs. Il prend Dupond-Moretti populaire, il prend Darmanin, il prend Castex, qui est l'homme de l'accent et du terroir, et il fait un gouvernement de haut-parleurs branché sur la société parce qu'il a besoin de pouvoir imprimer. Vous savez, juste, il sort de ce confinement avec cette conviction qu'il confie à un proche qui me le confie, en disant, je ne peux rien réinventer, contrairement à ce qu'il avait dit, je ne peux que préserver. Et il choisit des gens qui incarnent une forme de préservation. Dernier mot sur la droite. Xavier Bertrand, Macron veut un président pour la France, moi je veux un président pour les Français. Je vais pas vous demander un pronostic pour la fin de semaine, mais Bertrand, il est prêt? Bertrand, il est considéré et identifié par les équipes de l'Élysée depuis très tôt comme étant celui qui peut mettre le plus Emmanuel Macron en danger. Donc, faut l'éliminer. Et donc il faut tout de suite le tenser, tout de suite le pointer, tout de suite l'éliminer. Et effectivement, dans ce livre, je fais le récit depuis le début du quinquennat, parce que ça traverse tout le quinquennat, de l'opposition très franche, très virulente entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. Les secrets d'un règne, c'est aux éditions de l'Archipel. Michael Darmon, merci, bonne journée. Merci.